accepté de nous expliquer comment fonctionne le circuit de l'économie souterraine. Un circuit hiérarchisé. En bas de la chaîne, des tout jeunes en phase d'apprentissage. Ils les appellent les premières lignes. Les premières lignes, c'est tout ce qui est apparent, c'est tout ce qu'on voit, c'est les petits. Ils sont nos yeux, nos oreilles, sans le savoir. Ils sont obligés de nous obéir parce que c'est une forme de... c'est pour l'éducation déjà. Donc il faut que dès le bas âge, ils apprennent à écouter, qu'ils apprennent à observer. C'est tout, ils ne se posent pas de questions. On les cadre, on leur offre beaucoup de choses, pas d'argent, on leur donne pas d'argent. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils fassent des pique-niques, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils aient des loisirs, qu'ils soient occupés. Ils ont quel âge les petits? Ça va de leur naissance jusqu'à, je sais pas moi, 12-13 ans. Les deuxièmes lignes, ils sont jusqu'à 16 ans, 16-17 ans même, les deuxièmes lignes. Première, deuxième ligne, ils apprennent le terrain. Troisième ligne, ils sont sur le terrain. Ils commencent à montrer leur propre business. Mais ils ne sont pas parrainés par les quatrièmes lignes. C'est-à-dire tous les business qu'ils vont faire vont être donnés par les quatrièmes lignes ou vont être repris par les quatrièmes lignes. Quatrième, cinquième, on cherche du lourd. On veut que du lourd, que ce qui rapporte un minimum de 60 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros. On veut que des gros coups, fourgon blindé, braquage, enlèvement, kidnapping, etc. Ici, on n'a pas le temps de voir comment évoluent les petits. 5 000, ils sont à part parce que c'est les intouchables. Eux ont déjà toute la logistique. Mais ces personnes ne pourront pas se faire voir sur le terrain. D'une parce qu'ils se sont trop fait voir par le passé sur le terrain et et ces personnes doivent rester dehors parce que ces personnes-là couvrent un gros réseau. Pour les réseaux, la drogue est le trafic le plus rentable. Officiellement, tous les mois, 25 tonnes de cannabis arrivent dans les cités de la petite couronne parisienne. Ce que vous allez voir sur ces images est rare, il s'agit d'une transaction pour une livraison de hashish. Je ne serai pas autorisé à filmer moi-même l'échange, la caméra est donc confiée aux acheteurs. Le grossiste vient chercher la marchandise, 35 kilos de cannabis. Tu vas vérifier et tu me dis ce que tu en penses. L'échange a lieu à Paris, mais nous ne pouvons pas vous révéler l'endroit où cette scène a été tournée. Il y en a combien dedans? Justement, là, il doit y avoir 20 kilos, un peu dans le genre, t'as vu, je sais pas, j'ai pas encore pesé. Mais juste, tu vois, pour goûter, c'est pas un problème. Et là, il y a des... En fait, c'est lourd, 2 kilos. Il n'a même pas encore été coupé. Là, mais après, tu rajoutes ce que tu veux, du henné, du plastique, ce que tu veux, avec sa mère, t'as vu. Tu veux combien pour ça? Déjà, je vais peser, après, on va voir pour le prix. Le montant de l'achat des 35 kilos de hashish est tenu secret. Selon nos estimations, il avoisinerait les 70 000 euros. En gros, 1 kilo de cannabis s'achète 2 000 euros sur le marché parallèle. Mais les bandes sont prudentes. Pour elles, les affaires sont devenues de plus en plus risquées. Et les crapules poursuivis. Aussi, ils multiplient les intermédiaires afin de mieux brouiller les pistes. Sam a été semi-grossiste. Selon lui, le cannabis reste une activité rentable, surtout quand il est acheté en gros. Mais pour être grossiste, il faut pouvoir avancer l'argent et surtout savoir s'entourer, car le travail s'effectue toujours en équipe. Si t'as pas de thunes déjà, tu peux pas acheter, donc t'as pas de prix intéressant. Tu peux pas te faire avancer. Si tu te fais avancer, tu payes plus cher. Donc t'es obligé d'acheter cash, et quand t'achètes cash, tu payes moins cher, et ça te permet à toi après d'avancer à d'autres mecs. Il y a de l'oseille, donc l'oseille t'es obligé de le partager, parce que sinon tu te retrouves tout seul. Donc c'est un cercle d'amis, des gros bras, autres, un cercle de relations qui vont t'aider déjà à dispatcher, parce qu'eux aussi ont des contacts pour vendre. Parce que 500 kilos, moi tout seul, je prends ma bagnole, je vais faire un tour des quartiers. Même si je connais les mecs, bah, t'as pas d'amis, ils vont te dépouiller en 2 minutes. Hein. Les grossistes redistribuent au minimum 5 à 20 kilos de hashish entre les dealers du quartier. Les dealers s'appellent des détaillants. Un détaillant gagnerait en moyenne un minimum de 5 fois le SMIC par mois. Ça peut aller très vite hein, pour un petit jeune qui dispatche bien dans banlieue, il peut se faire, je sais pas, 7 000, 10 000 euros par mois. En thunes qui claquent à droite à gauche. Quoi, Après, si tu fais du bénéf, eh ben, tu peux après facilement avoir des 4 000, 5 000 euros par mois de côté. Quoi. Pour vendre le produit, il faut d'abord le préparer. Ces ballots posés sur la table sont transformés en plaquettes, puis en barrettes de 10 à 20 grammes avant d'être vendus dans la rue. C'est ce qu'ils appellent le dispatch. Lors de cette séance, 200 barrettes vont être conditionnées. Déjà, le produit il vient comme ça, il faut le travailler. Il faut dire ce qu'il y a, il faut travailler le produit. Parce que qui va vendre un produit pur? Qui va fumer? Même Bob Marley ne fume pas des produits purs comme ça. Il faut travailler.
C'est ça, dans ce business-là, la logique, c'est quoi? Faut pas fumer toutes les barrettes. Celui-là, ils sont bons, celui-là, on va le travailler. Eh, mais celui-là, c'est pour le mec du 10. C'est celui-là, c'est lui qui a dit qu'il veut celui-là. Parce que celui-là, on doit travailler celui-là. Après, moi, je vous dis franchement. Parce qu'on va le travailler, on va le chauffer. Pour se faire une marche plus confortable, une technique consiste à mélanger une barrette de drogue avec des carrés de chocolat. On n'est pas des grands consommateurs de ça. Ces lots sont destinés aux consommateurs occasionnels des beaux quartiers. Ceux qui ne le reverront pas, ils les appellent les bolos. Dans les déplumer les Parisiens, la standard, ils ont des vrais bolos. Non? C'est un mec du 16e en plus. C'est ça qui de... Ah, c'est un bouffon, lui. Attends. Dans la rue, la marchandise est écoulée par petites quantités. Les détaillants n'ont jamais plus de 20 grammes sur eux. Ils appellent cela faire une passe. Vas-y, hein. Vas-y, hein, la prochaine. Voilà, c'est un petit billet vite fait. Histoire de, voilà. Être détaillant est un travail de fourmi avec des horaires précis et des zones de livraison déterminées. Comme la vente rapporte, les candidats sont nombreux. Généralement, quand on fait ce mode de détail-là, je parle pour les vrais détailleurs qui dépendent de cela, ben généralement ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de quoi déjà investir à côté. C'est-à-dire qu'ils dépendent toujours de leur grossiste. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de soucis, des mauvaises nuits. Mais ça rapporte. Ça rapporte X. Je répondrai pas à cette question tant que je serai pas en présence de mon avocat. Non, bref, ça c'est des questions, bref. Non, mais grosso modo. Ça peut lui rapporter jusqu'à 10 000 euros par mois, mais ça peut lui rapporter aussi vite fait, en un mois, il peut se faire sauter. Se faire sauter signifie être interpellé par la police. Mais aujourd'hui, les jeunes sont plus discrets. Ils font tout pour ne pas être repérés. Fini les signes extérieurs de richesse, il faut préserver les affaires. Tout fonctionne comme dans une entreprise rentable, c'est ce qu'observe l'économiste Jean-Paul Gourevitch. On est passé d'un système artisanal à une sorte d'industrie du troisième type ou du troisième millénaire avec des capitaines d'industrie en quelque sorte, puisqu'on peut considérer qu'un certain nombre de jeunes des cités jouent un véritable rôle de production, de distribution et de recyclage de cet argent. Sont vraiment des entreprises. Vous avez un patron, vous avez un chef d'équipe, on appelle ça un chef d'équipe, on va parler entreprise, et vous avez des ouvriers. Les ouvriers, soit ils sont réglo, c'est-à-dire ils ramènent, vous allez dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans la vente ou un commercial, comment il marche, c'est qu'il rapporte. S'il ne rapporte pas, il n'intéresse pas le patron. On est bien d'accord. Et bien ça marche dans le même procédé. Je parle pour le shit, ça peut être des produits comme de la contrefaçon, comme des... En ce moment on parle beaucoup de cigarettes, ça peut... Tout ce qui ramène de l'argent, peu importe, on ne cherche pas la provenance. C'est tout ce qui va nous ramener, tout simplement. Parce que moi, si je ne vends pas, je ne touche pas. Il ne m'appartient pas le produit, je le vends. C'est ça, et donc si jamais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des représailles, c'est comme dans tout. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des mœurs. Quelqu'un qui va s'amuser, on va dire, à prendre et à jamais rendre, ça, son compte, il est réglé. Que ce soit ici ou ailleurs, on ne fait jamais long feu, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On est bien d'accord. Et voilà ce qui arrive à ceux qui transgressent la loi du quartier. Ce dealer est blessé, il a reçu des coups de barre de fer sur la tête lors d'un règlement de compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup de barre sur la tête. Ouais, juste les pompiers, s'il vous plaît. Oh ouais, c'est normal, ça fait mal, c'est normal. Bougez pas, c'est normal. Aux yeux du caïd, l'homme au blouson rouge et blanc, la correction a été trop sévère. Il vient remettre de l'ordre. À 2 reprises, il va gifler l'un de ses hommes. Personne n'intervient, même pas les pompiers, qui mettent à l'abri le blessé évanoui. Le plus surprenant, c'est qu'aucune plainte ne sera déposée. Ce jour-là, pour la police, il ne s'est donc officiellement rien passé. C'est dommage que la télé n'a pas été là, c'est même pas la police. On est des marionnettes et c'est la rue qui tire les ficelles. La rue